au plus profond de ma mémoire. Si loin que c'est là, sans doute, que tout commence, très loin, mais en même temps tout près du moment où j'écris. Il y a deux grands chiens invisibles qui veillent sur moi. Je ne les distingue pas plus que moi-même ou le décor où je me trouve, sinon peut-être avec les doigts comme ferait un aveugle. Je ne connaîtrai que plus tard, par une photo jaunie, ces deux bergers allemands, Ali et Omar, au regard braqué, moins sur l'appareil que sur leur maître qui les fixe. Ne pouvant s'occuper de moi, ma mère m'avait d'abord placé à la campagne, chez des paysans fort rustres et insoucieux. Venue me voir un dimanche, elle me trouva presque nu, sur des dalles glacées, malade et abandonné. Né à la fin d'avril, cela se passait donc durant l'hiver de 1920 à 21. L'on m'a raconté aussi qu'incapable de me tenir sur les jambes, tout de même, n'étais-je pas un peu jeune, le médecin avait prédit que je ne marcherais jamais. Ma mère, alarmée, se mit aussitôt en quête d'autres nourriciers. Le hasard voulut qu'elle tombât sur un couple peu ordinaire. Française, la femme était originaire de Brive-la-Gaillarde. C'est ainsi qu'elle put me parler un jour d'Angèle Laval et des lettres anonymes de Tulle, dont l'affaire lui était restée en mémoire. Elle fut pour moi d'une bonté infinie. Elle n'a donc point d'histoire. Son mari, s'il avait été mon père, m'eût sans doute élevé avec sévérité, au lieu de quoi il eut toute l'indulgence d'un aïeul. Petit de taille, mais rablé, le regard perçant et fier, il ressemblait à l'acteur Charles Vanel. Avant de s'installer mosaïste, et l'un des derniers, car déjà le métier se perdait, il avait été fermier et sabotier. Il fabriquait entre autres des sabots aux semelles inversées, en sorte que l'empreinte des pas trompât sur le sens de la marche. À quelle fin, autre que plaisante, je me le suis souvent demandé. C'était lui le maître des deux chiens, qui devait leur nom arabe à son séjour à la Légion étrangère. D'Algérie, il m'avait rapporté un corps entièrement couvert de tatouages, le visage excepté. Il n'avait pas l'accent de ses origines, les Marolles de Bruxelles, peut-être pour avoir roulé sa bosse, comme il disait, un peu partout. Il avait passé la Grande Guerre à Londres, à Paris, rue de Richelieu, puis à Carouge, près de Genève. Enfin, il ne croyait ni à Dieu, ni à diable. Il croyait cependant au maître, aux riches, respectant le pouvoir par impuissance et résignation, n'acceptant le socialisme qu'avec beaucoup de méfiance et seulement quand il faisait ses preuves. Plus tard, à mon sujet, il lui arriva d'observer, non sans quelque pénétration, que j'étais trop intelligent pour faire un ouvrier et pas assez pour être un monsieur. Casse-cou et coriace, il trépignait pendant les bombardements des V1 et des V2 sur Anvers, manifestant une sorte de joie sauvage quand les bombes explosaient à proximité, tandis que la vaisselle tremblait sur les étagères. Un jour, une d'elles était tombée dans le quartier sans éclater. Toutes les maisons furent évacuées, mais il rentra la nuit, trompant les sentinelles, pour nourrir ses lapins, puis, de la lucarne du grenier, il resta observer le déminage. Cabochard s'il en fut, il était de ceux également qui ne desserrent pas les dents dans la douleur et en firent une fierté, un rien excessive. Il dessinait à la perfection, et j'ai le souvenir de l'autoportrait de Rubens au chapeau, reproduit au fusain, avec la précision et l'acuité d'une photographie. Je dormis longtemps sous son regard, dans une sorte de licage, faute de mieux, où je devais me recroqueviller, rempli de paquets ficelés, qui enveloppaient des petits cubes de marbre taillés, classés selon leur couleur. C'est dans ce lit que je lus
Le cousin Ponce, dans une édition illustrée par des images du film qui en avaient été tirées et dont me surprit la transcription orthographique reproduisant le parler de l'allemand. C'est là aussi que ma bonne nourrice m'apportait, avant que je ne m'endormisse, un bonbon acidulé. Comme quoi, la bonté peut être aussi perverse, car il n'est pas de méthode plus sûre pour provoquer des caries. C'est dans un lit d'enfant presque semblable que mourut son mari, mon étrange mentor, à l'hôpital des pauvres, du cancer des fumeurs. Il se trouvait placé au milieu de la salle commune, surpeuplée, entre deux longues rangées de lits. Bourré de morphine, il ne me reconnut pas. Assis en tailleur, amaigri à l'extrême, il riait en feignant de jouer, simulant avec sa main vide son ancien métier de mosaïste. C'est la dernière fois que je le vis, dans ce rôle d'enfant, le vieillard qui m'avait connu tout petit. Je demeurai à la campagne chez mes nouveaux nourriciers jusqu'à l'âge de 2 ans. Je ne garde de cette époque que le souvenir de ce qu'on m'en a raconté, souvenir lui-même évanescent à la limite de l'effritement, comme si un second oubli sans cesse venait s'ajouter au premier. C'est à peine s'il en subsiste en moi une image un peu nette, celle du champ bordé de grands arbres et flanqué d'un fossé où coulait un filet d'eau, couleur de rouille, dans quoi je glissais ce jour-là, de sorte que je rentrais les pieds rougis jusqu'aux chevilles. Outre les chiens, il y avait d'autres animaux dont ne me sont restés que les noms chargés d'une résonance affective quand on me les rappelait par la suite. Il y avait un cochon dont le nom flamand équivalait à quelque chose comme Petit Joseph, une basse-cour anonyme, des lapins, mais il ne m'en reste aucune image, pas même celle de la méchante Margot, une oie qui terrorisait le facteur et qui une fois me mordit. Sur quoi je fus bien aise, m'a-t-on rapporté, qu'on la tua et la mangea.